Lindy Ruff a été interrogé après le match à savoir comment ça, les Sabres avaient plus de succès sur la route. Puis, il n'y avait pas vraiment de réponse, mais il disait, ben là, on va aller à Montréal, on va essayer de gagner. Puis, si on revient à Buffalo, on fera comme si on était à la maison. Puis moi, tout de suite, je me suis dit, mais moi, quand j'ai écouté la fin de match, Lindy, ça sonnait un peu comme si vous étiez sur la route. Parce qu'il y avait beaucoup de olé olé. Là, j'ai fait un lapsus, là, j'ai dit à la maison, mais je Oui. vais dire sur la route. Mhm. Ce qu'il y a de beau, là, c'est qu'on se connaît tellement que même On, a- quand je dis on avait le tout compris. contraire, On avait tout tout le monde compris. comprend. Mm. Mais il y avait beaucoup de olé olé, il y avait beaucoup de chandails du Canadien. À vrai dire, les chandails des Sabres avaient laissé leur place au banc vide. Mais ça sonnait un peu comme un match sur la route pour Buffalo. Et Marc-Antoine, je te regarde là, parce que tu es là-bas. Oui, Oui. ben oui. Je suis là-bas. Je suis là-bas, puis c'est vrai que, écoute, l'idée m'a traversé l'esprit que c'était peut-être pour les partisans des Sabres la dernière fois qu'ils voyaient leur équipe cette saison. Ils souhaitent que non, j'imagine. Ils vont certainement vouloir qu'il y ait un match numéro 7. Mais peu importe peu importe la marque finale, à ce stade-ci de la saison, tu restes jusqu'à la fin. Tu sais, Je pense que tu oui. t'en Je vas pense que pas en oui. disant c'est la bonne soirée là, pour essayer de partir avant la circulation. Hop. À ce temps-ci de l'année, tu restes jusqu'à la fin. Tu sais, mais on dirait que les, euh, les partisans des Sabres sont très heureux des succès de leur équipe cette année, mais ils ont quand même un peu la mèche courte, puis leur réflexe d'être impatient, d'huer la passe, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais la passe slingshot en avantage numérique qui les dérange tellement, bougonner après leurs meilleurs joueurs. Quoique ça, c'est légitime parce que Tage Thompson, Rasmus Dahlin puis Alex Stock ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs des Sabres dans cette série-là. Mais il y a des vieux réflexes qui ressortent rapidement. Puis de fait, c'est ça. Mais ils ont raison d'avoir été, d'être frustrés de la façon dont les choses ont tourné pour eux ce soir. Parce que le Canadien était malmené dans les 26-27 premières minutes. Là. Puis Ça n'a pas fini. les Sabres les avaient. Les Sabres, on pourrait dire, les avaient où ils les voulaient. Là. Enfin. Donc, finalement, c'est toute cette Ouais. ville-là qui a un problème d'attitude. C'est pas juste les joueurs ou. Ben, écoute, si t'as le. Écoute, moi, il y a quelqu'un de Buffalo qui m'a déjà dit Buffalo, c'est une ville de boissons avec un problème de football. Ah, ben finalement. C'est ça. Si c'était pas du football, ça me plairait. Ça me plairait. T'allais dire, Martin. J'allais dire, c'est ça. Si tu as 14 ans pour peaufiner des réflexes, c'est difficile de s'en c'est départir. vrai. Ça prend une longue série de C'est vrai. plusieurs années de succès pour effacer ça un peu. Voilà, ils vont apprendre. Ils vont cheminer. Mais écoute, moi, j'ai une pensée pour Lindy Ruff ce soir, parce que en rentrant à son bureau après le match, il devait se prendre la tête à deux mains. Si les Sabres se font éliminer samedi à Montréal, sur leur épitaphe, ça va probablement être écrit « Ils sont morts à 20h42 le jeudi 14 mai ». Et à 20h42, c'est quand Tage Thompson a donné un double échec complètement inutile D'en face. dans le visage ou au menton de Jake Evans. Ce match-là, c'était une tombola ce soir. Il pouvait se passer n'importe quoi. C'était 4-3 pour le Canadien. C'était 4-3 pour le Canadien à ce moment-là. Mais tu sais, on était dans un moment clé du match. Il restait 2 minutes et demie à jouer en deuxième période. Il pouvait se passer n'importe quoi. Double échec au visage. Ça fait 3 matchs que Lindy Ruff dit « il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit discipliné ». Puis là, tu as ton meilleur buteur qui ne fout rien dans cette série-là, qui va lancer un double échec dans le visage d'un joueur adverse. 10 secondes plus tard, c'est 5-3. Là, Lindy Ruff est obligé de brasser du négatif, changer son gardien pour la troisième période. Les jeux sont faits. Ils doivent avoir plein de trous dans les pieds, les Sabres. Parce qu'ils tirent. Parce Ça qu'ils tire. Ça tire fort. Ça tire beaucoup. C'est un Puis concept, en début ça. de troisième période, le Canadien qui marque encore en avantage numérique sur une punition de Rasmus Dahlin. Oui. Ces gars-là, ça fait quelques matchs là, qu'ils écopent de pénalité. Les Sabres ne veulent pas les avoir au banc des punitions. Ils ont besoin de les avoir sur la glace puis de les avoir productifs. Fait que le Canadien, lui, c'est sûr que encore ce soir, le trio de Josh Norris a causé des difficultés au trio de Suzuki. Ils n'ont pas nécessairement. En fin de compte, ils ont fini par produire, puis c'est tant mieux. Mais la contribution. Les meilleurs joueurs du Canadien ont trouvé une façon de contribuer.
alors que ceux des Sabres n'ont pas été à la hauteur. Là. Non, mais ils veulent voir leur nom sur la feuille de match. Donc, c'est la façon qu'ils ont trouvé. Et cela dit, une épitaphe pour chaque équipe éliminée, c'est un concept, ça. Ben oui. Ça, c'est un concept. Ça, on pourrait ça, faire c'est un quelque chose. concept, On pourrait ça. faire quelque chose d'amusant. Ça, avec c'est un ça. concept. OK, aujourd'hui, en de bêche, nous croyons, c'est rude pour Lindy Ruff. Je sais pas si vous voyez là, ce que je fais. Et ça revient à Montréal. Je sais pas si là aussi si vous voyez ce que je fais, mais mes troisièmes titres, c'est toujours ça depuis le début des séries. C'est tellement OK, épisode 514. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey dépêché à Buffalo, M. Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine, allô. Bonjour, bonsoir, messieurs. Il est votre chroniqueur principal au service des sports. J'ai peut-être escamoté. Il manque peut-être une ou deux lettres dans ton titre. Tu me le pardonneras. Pas grave. M. Martin Leclerc. Allô, Martin. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Un d'autres petits caractères, puis c'est un playoff guy. Puis Stan aussi step up un petit peu. Donc il y a notre back depuis le début des séries. Puis on lui a montré qu'on avait son back. Puis après ça, il a fermé la porte tout simplement. Ben, c'était des buts avec du flash screen, des petits buts qu'on contrôle pas non plus, là, une coupe de bounce. Donc écoute, Marty, il va avec son feeling, Marty, puis ça il se trompe pas. Là. Ah, Philippe Danault, qui est vraiment redevenu lui-même, hein? S'il y avait une classe de franglais quelque part dans une école secondaire, je pense que Philippe Danault, ça serait Mais pas... je sais pas si tu te souviens. Écoute... Non, mais le Philippe 1.0 là, du temps de Bergevin, c'est ça, il nous faisait plaisir avec cette langue-là. Puis là, on le retrouve pleinement. Ah, ben, ouais, non, mais c'est correct. C'est Philippe. C'est du Philippe Danault pur jus. David Savard a pris sa retraite. Oui. David Savard a pris sa retraite, puis là, Danault qui le remplace dans ce rôle franglais, mais écoute, au moins on comprend ce qu'il veut dire. Même que David Savard, quand je lis ses chroniques dans la presse, ça me surprend de ne pas voir l'anglicisme sortir dans le texte comme ça. Il devrait en avoir au moins un ou deux par phrase. Cela dit, il est excellent dans cette publicité qu'il fait avec Alexandre Texier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je le trouve très bon. Je pense qu'il a un bel avenir. Oui. Et Texier aussi, ils ont chacun un bel avenir dans la comédie. Mais alors, revenons au bac de Jacob Devèche. Revenons-y. Reste que, vous l'avez vu, là, comme moi, là, après le troisième but, Martin Saint-Louis qui regarde Trevor Letowski, et finalement, non. Et on avance la cassette et on commence la troisième période, puis il y a une équipe qui a changé de gardien, mais c'est les Sabres de Buffalo. C'est quand même, c'est spécial, non? Je laisse Marc-Antoine partir. Marc-Antoine, c'est spécial. Dans le cas de... Pour ce qui est du possible changement de gardien, Martin a expliqué après la rencontre que Trevor Letowski et lui ont consulté Marco Marciano. Martin jugeait que à la base, ce n'est pas son département, puis il ne veut pas que ce soit ses émotions du moment qui déterminent de la suite des événements, puis surtout quand il est question du gardien de but. Donc, en fin de compte, même si le dernier mot lui revient, ils ont consulté l'entraîneur des gardiens de but qui lui a suggéré de garder Dobèche devant le filet. Il faut dire que les deux premiers buts, c'était pas vraiment de sa faute. Il y avait eu plutôt des revirements en zone défensive, des mauvaises assignations, puis c'était très, très brouillon, c'était très chaotique. Il a été faible sur le troisième but, puis là, évidemment, tu te dis, est-ce que ce sera une de ces soirées qu'on n'a pas vu souvent depuis très, très longtemps dans le cas de Dobèche. Mais le fait qu'on continue de lui faire confiance, il en a été extrêmement touché, Dobèche, et il voulait après ça se montrer à la hauteur de la confiance qu'on lui a démontrée. Puis ça s'est avéré la bonne décision parce qu'à partir de ce moment-là, il a fait 32 arrêts consécutifs, quelque chose comme ça. Et son arrêt sur l'échappée de Tage Thompson a fait la différence. À partir de ce moment-là, le Canadien a arrêté de nourrir l'attaque adverse. Il y a eu une chance de marquer de Veleno. Ensuite, il y a eu le but de Anderson préparé par Lane Hudson. Et cette séquence-là, qui a duré au total peut-être 3 minutes, a vraiment fait basculer le match de côté en deuxième période. Donc, ça a été salutaire parce que
quand tu as un gardien de but en qui tu as confiance, c'est pas au premier accro que tu dis on va lui retirer notre confiance. Puis une des choses qui est célébrée chez Jacob Debesch, c'est à quel point c'est un compétiteur puis un battant. Alors là, dans une situation où il fait face à de l'adversité, ben, on lui donne la crachoire. Puis là, montre-nous que tu vas être capable de te ressaisir. Ses coéquipiers n'avaient pas perdu confiance en lui, ses entraîneurs non plus. Alors, il revenait à lui de se démontrer à la hauteur de la situation, puis il l'a fait. Fait que ça se révèle une très, très belle histoire dans cette victoire-là du Canadien. Ouais, puis la situation aussi, le troisième but faisait 3-2. Là. C'est pas comme s'il y avait 3 buts d'écart soudainement, puis que là, l'équipe se retrouvait devant une côte insurmontable. Puis il faut faire attention. Marc-Antoine parlait de la confiance que Martin Saint-Louis a témoigné à l'endroit de Debesch, mais il faut faire attention aussi quand tu joues avec la confiance d'un athlète. Là. Debesch, si le Canadien est rendu là où il est présentement en série, Debesch est en grande partie responsable de ça. La situation faisait en sorte que le Canadien était un but en arrière seulement dans le match. Il restait beaucoup de hockey à jouer. Puis tu regardes la situation, tu as une recrue encore plus verte que ça sur le banc. Si une telle chose se peut, mais oui. Fait que tu sais pas, là, tu vas le lancer, ça fait longtemps qu'il est inactif, Fowler, tu le lances dans le match, tu sais pas comment ça va tourner. Fait que je pense qu'il y avait trop de feux rouges pour agir dans ce sens-là. Puis ça a été la bonne décision. Debesch est bien revenu dans le match. Non, je ne suis pas convaincu que la situation rendait un changement de gardien de but là, si pertinent, mais reste que le fait qu'ils se sont posé la question, la porte était ouverte à ça, vraisemblablement. C'est un autre exemple de calme, de patience, de non, on va donner une chance. Kirby Dach en première ronde, et combien de fois Caulfield et Suzuki, on change rien. On change rien, ou en fait, on fait confiance, on encourage, on bichonne, j'ai juste nurture en tête, là, mais on couve et les résultats sont là. Puis à l'opposé, puis je dis pas ça là, pour. Je ne suis pas en train du tout de faire l'apologie de cette approche-là. Tout ce que je dis, c'est que ça leur réussit. Puis à l'opposé, on voit un Lindy Ruff, c'est ça, il a changé son gardien. Pourquoi? Entre les deux périodes. Puis il a changé de gardien initialement. Pourquoi? Parce que Lyon, ce qui était tant... Je sais que c'est beaucoup de buts, mais ce qui était tant responsable... Non, il n'était pas mauvais, là. Je ne suis pas convaincu de ça. Puis je remonterais même jusqu'à la série précédente, alors que Cooper essayait plein d'affaires. Moi, je trouve que là, ça commence à faire 2 séries, parce que là, celle-ci, on se demandait si on en avait une. On en a une, là, parce on arrive au bout tranquillement. Ça fait 2 séries où est-ce que Martin Saint-Louis affronte des entraîneurs chevronnés, la fine élite et beaucoup d'expérience. Et force est d'admettre que c'est lui qui s'en tire le mieux, non? Marc-Antoine? Bien, je pense que une chose qui est très significative, c'est, tu dis, de faire confiance de la même manière qu'il a fait confiance à Kirby Dach, là, garder Debesch ce soir, se tourner vers lui, c'est qu'il investit de pouvoir chacune des personnes autour de lui. Il a dit après le match, en posant la question à Marco Marciano, c'est lui qui s'y connaît. Il a été nommé dans ce poste-là comme entraîneur des gardiens de but à cause de son expertise. Je dois m'y référer puis lui donner ce pouvoir-là parce que c'est lui l'expert. Sur la glace, il donne du pouvoir à son gardien de but. Puis en même temps, s'il l'avait changé au nom d'un mauvais but, peut-être qu'il aurait dit je voulais changer le momentum, etc. Des fois, c'est l'excuse qui est donnée. Mais en même temps, en le gardant là, c'est un message à toute l'équipe. Parce que toute l'équipe est consciente de la façon dont les choses se déroulaient en première période, puis je dirais même pour une partie de la deuxième également. Alors, le message qui est envoyé, le message de confiance, il est réconfortant pour toute l'équipe, pas seulement pour Debesch. Puis après ça, ça revient à chacun de dire, OK, il croit encore au gros 75, là, mais là aussi, c'est notre tour, c'est notre responsabilité aussi de se retrousser les manches puis de réajuster notre jeu. Parce qu'en première période, Martin a parlé de... Martin Saint-Louis parlait d'une première période chaotique. En deuxième, les choses ont commencé à se replacer, sauf pour le trio de Suzuki qui, lui, a eu 2 ou 3
présence très difficile en zone défensive contre le trio de Josh Norris. Mhm. Sauf que dans tout ça, l'enjeu, c'est que le Canadien, oui, il a été embourbé dans son territoire, mais sauf qu'il n'arrivait pas à stopper suffisamment tôt la progression de rondelles des Sabres. Alors, les défenseurs des Sabres touchaient à la rondelle plus d'une fois avant de pénétrer en zone adverse. Donc ça alimentait leur offensive à 4 joueurs. Alors, on pourrait dire, tiens, il y avait leur cycling, leur mouvement circulaire a fait en sorte que ça a dérouté la structure défensive du Canadien. Mais c'est beaucoup le fait qu'on leur a laissé tellement d'espace pour rentrer que là, en ayant un quatrième joueur, un défenseur qui se porte en attaque, là, ça a vraiment compliqué les assignations défensives, puis ça a fait en sorte que le Canadien s'est retrouvé mêlé en plus d'une occasion. Alors, si je reviens à Dobèche, on le garde là, mais après ça, en même temps, toute l'équipe sait qu'on a dérogé notre façon de faire habituelle, puis la structure défensive, on va la retrouver si on recommence à presser l'adversaire avant même qu'il rentre en zone, en zone du Canadien. Puis ça, ils ont commencé à le faire graduellement à compter de la deuxième période jusqu'à ce qu'il y ait des ouvertures qui s'ouvrent pour eux autres puis qu'ils en profitent pour ramener le match de leur côté. Est-ce que ça a été le meilleur match des Sabres? Ce soir? Non, ben non. Ça ne peut pas avoir été le meilleur match des Sabres. Et, écoute, ils sont sortis en Lyon de la même manière que dans le match précédent. Il n'y a pas eu 10 minutes d'arrêt de jeu à cause de révision vidéo pour stopper leur momentum, mais eux aussi laissaient quand même passablement d'espace aux Canadiens. Mais ils étaient la meilleure équipe sur la glace après 20 minutes. À mon sens, ça ne faisait pas de doute, sauf qu'ils n'ont pas. Soit qu'ils ne sont pas encore capables de maintenir cette cadence de fou-là sur 60 minutes, ou il s'est passé quelque chose dans leur psyché que quand ils ont ouvert la porte et le Canadien en a profité, le château de cartes s'est défait. C'est l'un ou l'autre. Mais au total, tu ne peux pas dire que ça a été leur meilleur match parce que je crois qu'ils ont été, somme toute, ils auront eu une performance décevante devant leurs partisans. Mais la première période, ils étaient encore tout feu, tout flamme, comme ils l'avaient été en début de match mardi soir. Oui, c'est ça. Ils sont bons pour commencer, mais c'est avec le reste. Ils ont quoi? Ouais. Ils ont le premier but dans 4 des 5 matchs? Je Si ma mémoire est bonne. dirais ça, moi. Habituellement, Écoute, ils ont. habituellement c'est un. Ils l'ont aujourd'hui, Ouais. ils l'ont lors du dernier match, ils l'ont lors du premier match. Et habituellement, là, en série, quand tu marques le premier but, les pourcentages penchent en ta faveur. Mais c'est ça, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de tenir, d'être. Ils sont pas capables d'être disciplinés. Ce qu'ils nous ont montré, ils sont pas capables d'être disciplinés pendant 60 minutes. Mais leur structure défensive finit toujours par ouvrir, par avoir des failles, et ils se sont fait détruire. Écoute, j'ai pris une note après 2 périodes dans le cercle des mises au jeu. C'était quoi? C'était 63-37. 63% à 37% en faveur du Canadien. Ouais. Puis le but qui a créé l'égalité, là, c'est une mise au jeu gagnée par Dano, si ma mémoire est bonne, où Hudson a tout de suite foncé dans le fond de Il territoire. en a gagné pas mal. Là. Il a placé ça sur le bâton d'Anderson, ça a créé l'égalité. Fait que je me soucie pas beaucoup de la statistique des mises au jeu. Il y en a qui accordent une importance incroyable à ça, mais il y a souvent des très bonnes équipes dans la Ligue nationale qui sont comme 23e ou 24e au chapitre des mises au jeu. Mais sur des jeux clés, ça peut en série particulièrement, là, ça peut faire très, très mal de perdre des mises au jeu à répétition comme ça. Non, puis c'est assurément Moi, j'aimerais. un élément positif J'aimerais ça depuis le avoir- début des séries, là, parce que c'était le cas aussi contre Tampa. Là. Ouais. Vas-y, Marc-Antoine. Moi, j'aimerais ça avoir une statistique isolée des mises en jeu qui ne tiennent pas compte des mises en jeu en zone neutre. Mais si c'était des mises en jeu à 5 contre 5 dans chacun des territoires et en infériorité numérique, avantage numérique, soit une unité spéciale, bref, toutes ces situations-là, à mon sens, les mises en jeu, c'est important. Mais une mise en jeu remportée ou gagnée en territoire neutre, à mon sens, ça a une importance très, 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 très limitée. Alors, si on pouvait nettoyer cette statistique-là, puis dire les mises en jeu significatives, si tu veux, Ouais. puis qu'on aille directement savoir là où ça compte et quand ça compte, quelles sont les équipes qui s'imposent le plus souvent. Puis je pense qu'à ce niveau-là,
Philippe Danault, il fait une grosse différence chez le Canadien parce que des grosses mises en jeu importantes, il va en gagner une puis une autre. Absolument. Puis, puisque tu as prononcé le mot significatif, tu as dit significative, Lane Hutson, avec cette mention d'aide-là sur le but d'Anderson, c'était sa 6e passe décisive. Donc, c'est décisive. Je trouve que c'est significatif. C'est significatif. Et il est 5e dans la Ligue nationale. Il est à égalité avec Jack Eichel, avec Nathan McKinnon. Il y a Martin Netzkach qui a 7 et Marner a obtenu sa 8e passe décisive des séries ce soir. Fait qu'il est quand même, sont tous quand même des pas pires attaquants qui sont devant lui. Il y a vraiment des séries extraordinaires, Hudson. Le premier but du Canadien qui a été marqué par Caulfield à 5 contre 5 sur une aide de Suzuki. Juste avant, Hudson avait créé une chance de marquer incroyable pour Caulfield. Là, il n'a pas marqué sur ce jeu-là, mais ça a comme provoqué la mouvance offensive qui a mené au but de Caulfield par la suite. Caulfield est à égalité au premier rang des marqueurs de l'équipe. Il y a juste 2 matchs au cours desquels il ne s'est pas inscrit au pointage sur 12 à date. Hudson. Oui, Hudson. J'ai dit Caulfield. Bon, ben moi aussi, je fais des lapsus. Ben voilà, c'est là. Ouais. On pourrait peut-être épiloguer davantage sur Hudson que de dire qu'il est bon, parce qu'il mériterait plus de mots. Il mériterait plus de mots, Marc-Antoine. Moi, je disais à Martin, quand je suis arrivé, je pense que cette équipe-là est en avance sur... enfin, si cette équipe-là progresse comme elle progresse en ce moment, là, je pense que c'est dû... Le pourcentage là, qui explique ça est très, très élevé. C'est-à-dire, aide-moi, Martin, à faire un facteur déterminant? Lane Hutson y est pour beaucoup. Lane Hutson y est pour beaucoup, je pense. Ouais. C'était meilleur quand je te l'ai dit. C'était meilleur quand je l'ai dit en arrivant. Ouais. Mais quand tu regardes, cette année, là, le premier trio a été super important pour le Canadien. Mais si on prend ce soir, OK, match hyper important, le Canadien a besoin de gagner s'il ne veut pas faire face à l'élimination 48 heures plus tard. Et qui ont été les joueurs qui se sont dressés et qui ont eu le plus gros impact sur le match? À mon sens, Lane Hutson, d'abord et avant tout, qui, lui, a continué d'être une menace, même dans les moments où ses coéquipiers se cherchaient. En deuxième période, non seulement il a préparé le but d'Anderson de façon extraordinaire, mais à sa présence suivante, il a fait encore 2 passes à travers l'enclave qui ont donné des chances de marquer extraordinaires à ses coéquipiers. Il a été dangereux, dans le bon sens du terme, toute la soirée, toute la série. Mais donc, lui, il a été au centre de cette victoire-là. Ivan Demidov, finalement, a été récompensé, mais il a été lui aussi une menace du côté de l'offensive montréalaise. Fait que c'est une recrue. Puis on a parlé de Dobèche qui s'est redressé après avoir donné son 3e but. Une autre recrue qui a fini 4e au scrutin du Calder. Demidov a fini 2e. Fait que et Hudson est un joueur de 2e année. Fait que si on met de côté le premier trio, qui a des joueurs plus établis, bien là, tu as 2 recrues puis un gars de 2e année qui ont pris le contrôle dans une soirée où c'était pas passe ou crève, mais c'était un match critique pour le Canadien. Alors, au moment où ça compte le plus, tu as tes genoux qui lèvent la main, qui répondent présent, puis qui vont qui s'impliquent, qui sont au cœur de la victoire du Canadien. Je trouve ça super encourageant pour la suite, personnellement. Mais j'aimerais insister sur le fait que Hudson, c'est comme ça à tous les matchs depuis le début des séries. Sauf peut-être exception. Là. Ouais. Mais c'est un métronome, c'est une constante. On a discuté longtemps des membres du premier trio qui avaient de la difficulté, qui participaient pas beaucoup offensivement et tout ça. Puis au moins, contrairement à ce que font les joueurs du premier trio des Sabres, les membres du premier trio du Canadien tiraient pas dans le pied de leur équipe, mais continuaient. C'était à 5 contre 5. Mais où je m'en allais avec ça? On parlait d'Hudson. On parlait d'Hudson, c'est ça. Mais Hudson, lui, il n'y en a pas eu de... Il n'y en a pas eu de passage à vide. Pendant que tout le monde en arrachait, Non. lui, il a continué toujours à fonctionner de la même façon. Je trouve ça très impressionnant. Et j'ai extrait une petite statistique tantôt. Dans l'histoire du Canadien, des joueurs de moins de 23 ans, à leurs 17 premiers matchs éliminatoires. Donc, on est rendu à combien, l'histoire du Canadien? 117 ans? 2009. 2009, ouais, le 116 ans.
Ouais, bon, 909. c'est ça. Donc, ouais. c'est ça. La moyenne de points par match lors des 17 premiers matchs éliminatoires, parce qu'il y en a juste 17 de jouer Lane Hutson. Alors, celui qui a la meilleure moyenne, c'est Lane Hutson, un point par match. Le deuxième, c'est Henri Richard. Donc, en 1956 et 57, il avait joué ces 17 matchs-là en 56-57. Après ça, c'est Jacques Lemaire en 68 et 69. Après ça, Steve Shutt. Les trois sont à 0,94. Fait que, on s'entend, c'est dans la même zone. Après ça, tu as Jean Béliveau en 1954-55. Après ça, tu arrives à Sakou Koivu, 96-97, qui avait eu quand même 0,76 points par partie. Et après ça, tu arrives à Claude Lemieux. Et c'est ça. Donc, c'est quand même... Tu sais, c'est un défenseur de... C'est un défenseur de 160 livres. C'est ça. Incroyable. Considérant qu'il a vraiment l'air d'un chérubin. Ouais. Mon ami Christian Tétrault, je ne sais pas si je dois dire l'écrivain Christian Tétrault, je peux dire l'écrivain. L'auteur. Il a écrit à peu près 30 livres, ça, je peux dire l'écrivain. L'auteur, oui. Donc, c'est ça, j'asais avec lui au téléphone la semaine passée, puis il me disait, moi, écoute, c'est le joueur le plus talentueux, Lane Hutson, que j'ai vu depuis Guy Lafleur. Puis écoute, dis-moi n'importe quel nom, puis je vais m'obstiner avec toi à la vie, à la mort. Mais écoute, quand tu réfléchis à ça, le Canadien est devenu une équipe de série quand Lane Hutson a mis les pieds dans ce vestiaire-là. Lane Hutson, c'est le baromètre. C'est le vrai baromètre de cette équipe-là. Quand en série, ça comptait, là, ça chauffait contre le Lightning au premier tour, là, puis les membres du premier trio avaient de la difficulté. Lui, il a réussi à aller chercher des points. C'est le joueur le plus utilisé depuis le début des séries par le Canadien aussi. Fait que c'est quand même... Écoute, autour d'une bière, 3-4 gars autour d'une bière, on pourrait avoir une longue discussion, savoir est-ce que c'est le plus talentueux depuis Lafleur. Mais si on se reporte à l'année dernière, là, il y avait la série contre les Capitals de Washington, ça avait plus ou moins... Ça avait plutôt mal commencé pour lui. Il n'y avait pas l'aisance en séries éliminatoires qu'il avait durant la saison régulière. Ça a été un apprentissage, mais ça a été un apprentissage assez rapide parce que plus la série avançait contre les Capitals, plus il se sentait quand même à son aise. Puis là, il a comme appris cette leçon-là. Puis dès le début de la série contre le Lightning, je trouve qu'il y a eu un bel impact. Puis ce que ça nous dit, c'est que finalement, des fois, on entend le cliché, surtout, je l'ai entendu encore quand il était question de Cole Caulfield qui avait de la difficulté à s'imposer à forces égales, que, on sait bien, une fois rendu en séries éliminatoires, les petits joueurs, ils s'effacent. Mais Lane Hutson, à ce que je sache, c'est pas un colosse. Puis il réussit quand même à s'imposer. Fait que c'est pas toujours une question de gabarit, c'est en vertu des qualités que tu as, peu importe ta taille, es-tu capable de mettre ces qualités-là à contribution dans l'environnement des séries éliminatoires? Puis c'est pas toujours une question, c'est ça, il y en a des gros joueurs qui sont pas capables de le faire. Il y a une question de volonté, il y a une question d'intelligence du jeu aussi, parce que même s'il y a moins d'espace, Hutson trouve toujours une façon de s'en créer. Et puis, écoute, il est dominant du haut de ses 5 pieds 9 et 162 livres. Alors, et sa barbichette naissante, comme tu mentionnais l'autre soir. Son filet, ce petit filet de moustache. Moi, de tous les joueurs que j'ai vu jouer, celui auquel je trouve celui à qui je trouve il ressemble le plus, c'est drôle à dire, mais c'est Denis Savard. OK. Et Denis Savard était un attaquant, mais la façon déroutante dont Denis Savard changeait toujours de direction, pivotait sur lui-même, semait des envoyait des fausses informations, utilisait des trajectoires qui ne sont pas normalement utilisées. La façon dont il déroute les défenses adverses, je trouve, c'est le meilleur rapprochement que je peux faire parmi tous les joueurs que j'ai vu jouer. Puis il patine un petit peu aussi comme Denis Savard patinait. Oui. Il y a un style semblable, mais c'est une bénédiction. Heureusement que le Canadien a coulé au classement pour le repêcher. Ah non, c'est vrai. Non, mais... comme quoi, il y en a des super vedettes qui sont disponibles plus loin dans le repêchage. Oui, mais tu sais, l'équipe qui a juste un choix au deuxième tour, là, puis qui n'a pas eu de choix au premier tour, il ne prend pas Lane Hutson parce que là, il y avait les questionnements. Tu parles aux responsables du recrutement du Canadien aujourd'hui, puis ils le disent franchement. Là, ils disent on n'avait aucune idée à quel point il allait être capable de compétitionner parmi des gros joueurs, puis quand ça allait chauffer, puis tout ça. Là.
Mais le luxe d'avoir beaucoup de sélections en main, ça fait en sorte que tu arrives, puis là, tu dis, écoute, On va lui, l'essayer. il a un talent spécial, on va prendre, On va prendre une on chance. va miser dessus, puis on va prendre une chance. Fait que, Ouais. et ça a été tout Mais un pari. en même temps, je pense que si le Canadien avait eu un seul choix de deuxième ronde cette année-là, ils auraient pris Hudson et non pas Beck. Je pense que une partie du coup de maître, c'est la lecture du repêchage que faisaient Nick Bobroff et Martin Lapointe parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils savaient que Lane Hudson allait être encore disponible quand ils allaient parler à la fin du deuxième tour. Et ça, à mon sens, le coup de maître est là parce qu'ils disent, bon là, on a un autre joueur qui nous intéresse, qui a des beaux atouts, qui, lui, il va partir Il ne sera pas là, ouais. 2-3 rangs après nous. Là. Si on ne le prend pas, il part tout de suite. Owen Beck, les recruteurs adorent ce genre de joueur-là. Il allait partir, il a été pris à peu près là où on s'attendait à ce qu'il soit pris. Tandis que Hudson, le Canadien avait, je ne sais pas de quelle manière on va chercher cette information-là. Il y a beaucoup de tractations, de discussions, de couloirs, d'observations, de tendances aussi sur quel est l'historique de chaque équipe, sur le type de joueurs qu'on privilégie, etc., etc. Puis c'est pour ça qu'ils passent des heures et des heures à concevoir des mock drafts puis à se réunir, ces gens-là. Sauf que d'avoir projeté le fait que Lane Hudson allait être encore là en fin de deuxième ronde, pour moi, c'est un coup de circuit. Mais s'il n'avait eu qu'un seul choix de deuxième ronde, à mon sens, ils n'auraient pas pris ce risque-là, puis ils l'auraient repêché plus tôt parce qu'il était, au total, je pense ils le valorisaient davantage Ouais. qu'Owen Beck. C'est de la gestion de repêchage, c'est de la gestion d'actifs. Ils vivent dangereusement. Ils Ouais. vivent dangereusement, Et ces c'est ça. gens-là. Et s'ils avaient su à quel point il était pour être bon, on s'entend. Ah ben oui, mais ça, c'est vrai à chaque année Ouais, pour ouais. tous les joueurs qui sont repêchés un peu plus tard, là, mais en tout cas. Alors, Jack, je pense que tu as Ouais. ton titre pour l'épisode. Ça va être Lane Hudson est bon. pas plus compliqué que ça. Il y a une auditrice qui m'a écrit pendant le match. Elle m'a écrit sur les réseaux sociaux. C'est fait. C'est fait. Ça a été dit. Elle a écrit « Au cas où vous oublieriez d'en parler dans votre balado, il est bon, Hudson. » Bon, sinon, je sais pas, là. Quoi d'autre? On s'écarte, mais là, écoute, bonne chance au Sabres pour renverser la vapeur. Là. Ils se sont habituellement, une série 4 de 7, ça se joue sur pas grand. Ça se joue sur des petits détails. Là. Mais eux, écoute, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait de la peinture, ils n'ont pas fait de l'art, ils ont fait de la peinture à numéro dans cette série-là. C'était un petit peu grossi. Moi, j'en reviens pas de l'indiscipline, du niveau d'indiscipline. Tu sais, même si tu n'as pas d'expérience en séries éliminatoires. Là, c'est pas compliqué. Donne pas de coups de bâton en face des autres. de voir une équipe se tirer dans sa chaloupe comme ça à répétition. Fais pas d'action, comme Martin Saint-Louis l'a répété tellement souvent. Mais écoute, c'est peut-être parce que c'est leur première randonnée en série, mais si c'est une question d'expérience, écoute, ils vont sans doute être transformés l'année prochaine, mais je vois pas comment, après avoir donné tant de cordes à l'adversaire, tu peux revenir dans une série. Là. Ils sont chanceux que ce soit 3-2 jusqu'à un certain point. Comment expliquer ça? Puis, vas-y, Alex. Non, comment expliquer ça? J'étais comme... C'est aussi mystérieux que comme le jour où ils sont devenus bons. C'est une équipe, dans le fond, les Sabres de Buffalo, qui évolue à une étape mystique, à un niveau mystique qui est insaisissable. Ben, je pense qu'ils sont... Quand tu regardes le bassin de talent qu'il y a dans cette équipe-là, c'est pas très surprenant, mais c'est juste que c'est du talent qui est encore tout jeune puis qui n'a pas fini d'arriver non plus. Là, on a vu rentrer mardi soir Konsta Elenius, qui va être un très, très bon joueur pour eux autres. Là. Il était le meilleur joueur probablement des Sabres mardi soir. Et en première période aussi. Il a encore bien paru. Ils ont encore 2 ou 3 bons joueurs là, avec Rochester qui s'en viennent. C'est intéressant. Ils vont avoir un excellent bassin, sauf que cette expérience-là, ils ne l'ont pas. Puis même leurs joueurs de pointe tombent dans le panneau. Puis
il faut que tu puisses apprendre des leçons de ce qui se passe. Puis, je regarde, par exemple, ce soir, un gars comme Juraj Slafkovský a au moins appris quelques leçons parce qu'il avait tellement été... Moi, il m'avait déçu dans le match de mardi parce qu'il avait énormément contrôlé la rondelle, mais il avait pris beaucoup de mauvaises décisions en possession de la rondelle. Il y avait... Cole Caulfield, tu sentais là, dans le match de mardi, qui était en pleine ébullition puis qui était mûr pour connaître un gros match. Mais Slafkovský a un peu torpillé ses efforts puis par de la mauvaise gestion de rondelle. Puis ce soir, on dirait qu'il a été plus sage, plus prudent. C'est vrai qu'ils ont dû se défendre beaucoup contre le trio de Norris, mais j'ai trouvé qu'en fin de compte, ces 3 mentions d'aide, oui, il y en a 2 en avantage numérique, mais ces 3 mentions d'aide donnent un peu une récompense au fait qu'il s'est ajusté. Fait que il y a encore de la place pour que le premier trio du Canadien en donne plus aux Canadiens, puis donner une chance aussi à d'autres joueurs de s'illustrer encore une fois dans ce 6e match-là. Fait que je trouve qu'il y a un potentiel de croissance parce que tu as beaucoup de joueurs qui ayant eu l'expérience des séries de l'année passée, puis étant passés à travers un premier tour difficile, tu as plusieurs joueurs qui sont dans une position où ils peuvent vraiment planter le dernier clou dans le cercueil des Sabres. Tandis que de leur côté, je trouve que Buffalo, ils se cherchent. Ça revient toujours à Benson Doan. C'est ces genoux-là qui tirent la charrette, mais les gros joueurs, tu les cherches. Puis Alex Stock, là, s'il veut 10 millions par année, là, bonne chance. J'espère qu'il t'a pas entendu parce que c'était percutant, ça. Ça pourrait le fouetter, je pense. Ça pourrait le faire sortir. Ben ouais. Il y a un gars à Montréal là, qui dit que... Ah ouais? Non. Bon, OK. Ben, je pense que c'est ça, là. Ouais, on reprend ça samedi à l'ancienne, à 20h, comme dans le temps. Ouais. Savais-tu ça, toi, Marc-Antoine, que dans le temps, le hockey du samedi, c'était à 20h? Mais oui. Ah. Ouais. J'étais où, moi? Mais oui. Je sais pas, mais tu faisais pas partie de notre génération. Non, j'en faisais. Mais maintenant, oui. Ouais. Non, à 7h, c'était pas le hockey. À 7h, c'était la soirée canadienne. À ceux qui ne savent pas c'est quoi la soirée canadienne, parce que j'ai fait référence au capitaine Bonhomme la dernière fois, là, mais tapez dans les moteurs de recherche angine de poitrine et soirée canadienne. Vous allez voir des images de soirée canadienne, des gens qui dansent sur angine de poitrine. C'est ça, spectaculaire. Voilà. C'est au Canal 10, par exemple. C'est pas Radio-Canada. C'était ça, Télémétropole. C'était ça, Télémétropole, soirée canadienne? La soirée canadienne. T'es sûr de ça? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Est-ce que ce serait sujet à une vérification en direct? Non, je pense pas. Mais écrivez-nous si vous avez la bonne réponse. Moi, je pense que Jack est en train de chercher. Là. Ça se peut. Jack est une machine. Et Jack me racontait que quand il est arrivé au Québec, il est allé dans un cours de francisation, la première chose qu'il a vue, la première émission qu'il a vue, c'était la soirée canadienne. C'était la soirée canadienne. Je trouve ça quand même. C'est rude. C'était un choc culturel. Là. Ils ont commencé avec la masse. Non, mais c'est un test. Si tu survis. Et Jack me confirme que c'est bel et bien à Télémétropole. Wow. Mais il y avait 2 postes, fait que c'était facile. Là. Il y avait juste ça, tu le mettais. Le 2, le 10. Il y avait le U. Il y avait le U aussi. C'est pas compliqué. Vous pouvez écouter la télé sur le U. Ouais, je triche un peu dans mes titres. Là. Et ça revient à Montréal. Et dépendamment de l'issue, là, samedi, ça va être soit on s'en va en 3e ronde ou on s'en retourne à Buffalo. Tu sais, je vends le punch tout de suite, là, ça va être ça. Mais ça va être ça. C'est sûr que ça va être ça. OK. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup. Bonne nuit, là. Oui. Bonne nuit. Sois prudent. Puis on se reparle très bientôt. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup. Messieurs, ce fut un plaisir. On se reparle samedi. Absolument. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin, à la production, à la réalisation de cet épisode. Merci infiniment, Jack. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bon week-end. Et on sera là dimanche matin dans vos oreilles, si vous le voulez, bien sûr. Il faudra cliquer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.